La vie prend parfois des tournants imprévus et nous place devant des épreuves qui nous prennent au dépourvu. L'important en de telles situations est de ne pas paniquer ni se morfondre sur son sort. Il faut plutôt avoir à l'esprit qu'une épreuve est aussi une occasion de grandir et d'aller chercher au tréfonds de soi une force et un courage jamais manifestés. Soyez forts et résilients car aucune épreuve, aussi éprouvante soit-elle, n'est éternelle. Dites-vous que ce temps aussi passera et ira enrichir l'historique de votre récit de vie. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi. Juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui vous fait part des grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil extraordinaire des ministres tenu sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Le gouvernement béninois à cet effet a pris 5 mesures pour l'amélioration des conditions de travail des aspirants au métier de l'enseignement AME. On en parlera notamment dans le bulletin matinal d'information. On évoquera quelques grandes décisions dans la une des journaux. 9 agents de la Société béninoise d'énergie électrique des menuisiers et clients sont jugés pour vol d'énergie à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le film est à retrouver dans la présentation de Francis Fahmi du bulletin matinal d'information. En sport avec Colombe Oussou, on parlera des journées FIFA du mois de mars 2024. Les Lions de la Teranga se sont aussi entraînés pour la première fois hier en terre française. Cela sera également au menu de cette page des sports. Le tirage au sort des Jeux Olympiques aura lieu demain mercredi 20 mars 2024. On en parlera avec Didier Drogba qui est choisi pour participer à la cérémonie. Juste après le passage de Colombe Oussou et de Francis Fahmi, je vais installer pour vous Quentin Amoussou et Atifa Olafa. L'un sera là pour la définition du jour, notamment Quentin Amoussou. Il nous parle ce matin de l'expression tomber des nues. Atifa Olafa, dans sa rubrique trucs et astuces, nous emporte ce matin à la découverte de différentes formes de talents apportés selon sa silhouette. Et Aneldo, ce matin, nous présente des prévisions astrologiques. Selon les prédictions recueillies, chers amis internautes, vous aurez sans doute l'opportunité de construire un budget important aujourd'hui. Ce sont les prédictions ainsi des amis natifs du signe cancer. Et puis, juste après cela, on va installer le panel de discussion pour opiner sur ce déclassement du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou par la FIFA et la CAF. On en parlera, ce sera avec Carles Kitome, Anaël Doou, Colombe Oussou et Larios Setondé, Adjagbenon en fin d'émission avec Nosrine Fatoumbi. Je vais recevoir pour vous le pasteur Athanas Kadia. On va parler de l'entrepreneuriat. Voilà l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par la manchette de l'Informateur qui affiche Conseil des ministres, mesures hautement sociales. Patrice Talon comble les AME, extension à 12 mois sur 12 de leur rémunération, congé de maternité aux femmes AME, prime mensuelle de 20 000 francs CFA pour services d'intérêt national, assurance maladie comme les agents de l'État, gratuité de l'enseignement à leurs enfants. Retrouvez les décisions qui ont été prises en Conseil des ministres extraordinaire hier dans ce sens à la page 3. Après la vérification de conformité à la Constitution, le nouveau code électoral promulgué nous apprend la une de ce matin de l'Informateur. Réhabilitation du CPA et du Hall des Arts, le pouvoir accompagne les personnes affectées, relogement et numéraire décidé en Conseil des ministres. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation ce matin en manchette, enseignement des mesures en faveur des AME, plateforme nationale de paiement électronique, les modalités de fonctionnement et de gestion fixées, lesquelles vous sont exposées en page 7. Fraternité ce matin en manchette s'intéresse au code électoral et nous apprend que le président de la République, Patrice Talon, a promulgué la dite législation. Rendez-vous en 2026 pour l'expérimentation des nouvelles dispositions de la loi, estime le journal. Amélioration des conditions de vie et de travail des AME, bouffée d'oxygène pour les aspirants au métier d'enseignant, réaction des syndicalistes et des enseignants à retrouver aux pages 2 et 3. Le matinal à présent, éducation, de meilleures conditions pour les AME, une batterie de mesures au profit de plus de 30 000 agents, des précisions sur ces décisions salvatrices prises hier en Conseil des ministres en page 11. Pour vol d'énergie, abus de fonction et complicité de vol d'énergie, 9 agents de la SB2E et des meuniers jugés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Matin libre ce matin en manchette, nouveau code électoral. Comment vont-ils s'en sortir, s'interroge le Canard en illustrant son titre avec les photos de Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, de Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, de Mouvement populaire de libération MPL et de Renaissance nationale. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Tournée de prise de contact de la présidente de la Haute Cour de justice, la professeure Dandy Yamou échange avec les présidents d'institutions. Le Béninois libéré, conséquence de la décision de la Cour constitutionnelle et de certaines mesures prises par Patrice Talon, ministre, député, opérateur économique et ami, lâche Olivier Bocor. Ils ont compris que la pâte appartient aux vrais propriétaires du maïs. Des détails sur l'article analytique du confrère à retrouver à la page 3 de sa parution de ce matin. Nouveau code électoral. L'honorable Robert Guillan salue la démocratie en marche. Dabarou, ce matin en manchette, parle du mois de Ramadan. Ce qu'il faut savoir sur l'alimentation du jeûneur. Le Ramadan a démarré depuis le lundi 11 mars 2024 au Bénin pour vivre ce mois d'adoration et de jeûne en pleine forme. Une bonne alimentation du jeûneur s'avère importante. Des précisions sur les clarifications apportées par le professeur Mahman Sani Mahman Aminou, nutritionniste, dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette Journée mondiale du recyclage. La SGDS développe l'économie circulaire par le tri des déchets. Le pays émergent ce matin en manchette, conditions de vie sociale difficile au Bénin. Le cri de détresse de l'honorable Jeanne Assoclé, dite Fouka Fouka au chef de l'État. Le président Patrice Talon, l'élu de l'Union progressiste, le renouveau de la 6e circonscription électorale, plaide pour le renforcement du mandat hautement social, tant prôné par le chantre de la rupture. Nous passons à présent au quotidien La Boussole. Relecture du code électoral. L'honorable Robert Guillan salue l'initiative et invite les partis au travail. L'emblème du jour ce matin à sa une, à propos des élections générales de 2026, Badirou Aguemon déclare « La peur de l'inconnu affole l'opposition ». Toujours à la une de l'emblème du jour de ce matin, après la décision DCC 24-040 de la Cour constitutionnelle, l'honorable Chantal Haï appelle l'opposition au respect du nouveau code électoral. Le grand jury ce matin à sa une, validé par la Cour constitutionnelle jeudi dernier, le président béninois Patrice Talon vient de promulguer le nouveau code électoral. Nous bouclons ce matin avec
le quotidien L'Affiche du jour qui titre ce matin en manchette « Conseil extraordinaire des ministres. Le gouvernement prend de nouvelles mesures sociales en faveur des AME, lesquelles vous sont présentées à la page 6. Nouveau code électoral au Bénin. Quelle chance pour Olivier Bokor pour la présidentielle de 2026 ?» s'interroge le Canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information et la page des sports. Francis Fahmi, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être installé pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à vous, Colombossou. Merci d'être là pour la page des sports. Vous restez avec moi. On démarre, Francis Fahmi, ce bulletin matinal d'information par les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil extraordinaire des ministres. En effet, la session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce lundi 18 mars sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Au cours de cette session extraordinaire, plusieurs décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre le point de la séance avec le secrétaire adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngbeji. Au chapitre des mesures normatives, il a été adopté sous cette rubrique le décret portant approbation des statuts modifiés de la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion. Au chapitre des communications, en point 1, agrément au Code des investissements. 3 nouvelles sociétés sont éligibles au bénéfice des dispositions incitatives du dit Code pour divers projets dont la mise en œuvre va générer environ 500 emplois. Ainsi, les sociétés suivantes sont agréées au régime ci-après. Jehova Nissi Petroleum SA, au régime des investissements spécifiques, pour son projet de construction d'une sphère de gaz en vue du stockage GPL au port autonome de Cotonou. Nature Brick Sarl, au régime des investissements spécifiques, pour son projet d'implantation d'une nouvelle usine de fabrication de briques en terre cuite dans la commune de Zogodomé, et Bénin Terminal SA, au régime C, pour le projet d'aménagement et d'exploitation d'un terminal spécialisé conteneur au port autonome de Cotonou. En point 2, indemnisation des personnes affectées par le projet de réhabilitation du Centre de promotion de l'artisanat et du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Cette opération rentre dans le cadre des diligences préalables à la mise en œuvre du projet qui intègre la réhabilitation de certaines infrastructures artistiques et de loisirs en même temps qu'il occasionne le déplacement des occupants des lieux. À cet effet, le rapport d'expertise a identifié plusieurs catégories de personnes affectées par le projet. En fonction des cas de figure, le Conseil a retenu, d'une part, un relogement et un accompagnement en numéraire pour celles qui disposent d'un bail amphithéotique en étant à jour de leurs obligations au regard de la réglementation et, d'autre part, un accompagnement conditionné au remboursement des loyers dus pour celles qui sont en situation irrégulière. Aussi, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargés du développement durable, ont-ils été instruits à l'effet de veiller à l'indemnisation à bonne date des personnes éligibles en vue du démarrage effectif de la phase opérationnelle du projet. En point 3, nouvelles mesures d'amélioration des conditions des aspirants au métier d'enseignant AME. Conformément à sa volonté d'améliorer constamment les conditions de vie de plus de 30 000 AME déployés dans nos écoles primaires et secondaires publiques, le gouvernement a décidé d'octroyer de nouveaux avantages à leur profit. Il s'agit de l'extension à 12 mois de la prise en charge de leur rémunération à compter de la présente année scolaire, le bénéfice d'une assurance maladie selon les modalités prévues pour les fonctionnaires, le bénéfice d'un congé de maternité pour les AME de sexe féminin, l'institution d'une prime d'engagement pour service d'intérêt national d'un montant de 20 000 francs CFA par mois et par AME à compter du mois de mars 2024, la gratuité des frais de scolarité pour les enfants des AME, à l'instar de ceux des enseignants fonctionnaires et contractuels de l'État. Il est à observer que
Mis à part le bénéfice de l'assurance maladie et l'exemption de frais de scolarité, ces nouvelles mesures représentent un effort financier annuel de plus de 10 milliards de francs CFA à la charge du budget national. Par ailleurs, tenant compte des plaidoyers divers, le Conseil a accordé la réintégration des 175 AME qui, en 2021, s'étaient rendus coupables de démobilisation de leurs collègues ou d'absence au poste pour fait de grève et suspendus de ce fait par leur ministère de tutelle. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 57e session de la Commission sur la population et le développement du 29 avril au 3 mai 2024 à New York, aux États-Unis d'Amérique. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, sont nommés au Conseil national de l'autorité de régulation de l'électricité, sur proposition du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, les personnes ci-après. Président, M. Edouard Denis Dahomey. Membres, Mesdames Judith Bailly Glija, Bintou Chabi Adam Taro, Messieurs Armand Raoul Dakeun, Justin Agbikossi, Tierno Kafoui Émeric Oloritogbe, Gabriel Nounayon Degbayi, je vous remercie. Le gouvernement béninois prend des mesures pour l'amélioration des conditions des AME. C'est exact. Au total, 5 mesures ont été prises par le gouvernement béninois en faveur des aspirants au métier d'enseignement AME. Les nouveaux avantages accordés aux AME concernent notamment l'extension de la rémunération, l'octroi d'une assurance maladie, l'institution d'une prime à la scolarité de leurs enfants et des congés maternité pour les aspirants au métier d'enseignement de sexe féminin. Le point de la conférence de presse organisée dimanche dernier par le comité de facilitation de la CAD de presse est également au menu de cette matinale. C'est exact, le comité de facilitation CAD de presse CFCP, présidé par Michel Aonon, a tenu une conférence de presse dans le cadre des élections des conseillers qui siégeront lors de la prochaine mandature à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC. C'était le dimanche dernier à la Maison des médias Thomas Méançon de Bledjomeni. Quentin Amoussou y était et il vous propose de suivre la déclaration de Michel Aonon à cet effet. Le 8 décembre 2023, en ces mêmes lieux, nous vous avions conviés pour dénoncer ce qui se tramait à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en ce qui concerne les élections de nos représentants devant siéger à la prochaine mandature de l'institution. Aujourd'hui, force est de constater qu'en dépit de la disponibilité offerte par les associations professionnelles pour apporter des amendements au projet de document portant cadre juridique des élections, les conseillers de la HAC ont foncé tête baissée pour imposer by force à toute la corporation un cadre juridique inapproprié, truffé de rétropédalage et de dispositions attentatoires à la loi qui encadre l'activité des médias et au code de déontologie de la presse béninoise. De quoi s'agit-il? Par décision numéro 24-018/AC du 28 février 2024, 6 conseillers sur 8 ont siégé et adopté le cadre juridique des élections alors qu'aucun acte officiel ne fait état de l'absence de nos représentants qui siègent au sein de l'institution en ce moment. Cette façon de procéder constitue à nos yeux une hypocrisie institutionnelle intolérable. Aussi, grande fut notre surprise de constater que la HAC, institution de régulation des médias, qui devrait avoir pour souci premier l'assainissement du cadre institutionnel, se permet de dévaloriser la carte de presse en rendant une décision dans laquelle elle estime que tout détenteur d'une carte d'identité biométrique ou du CIP et ou du passeport pourrait s'inscrire sur les listes électorales. Cette aberration tranche définitivement avec les acquis obtenus difficilement au prix de sacrifices.
il nous plaît de rappeler au président de la HAC, à toutes fins utiles, que ce sont les acteurs des médias qui ont arrêté en 2014, aux 2e États généraux de la presse, que l'identification des professionnels des médias doit se faire avec la carte de presse. Cette volonté affichée s'est matérialisée un an plus tard, en 2015, avec l'avènement du Code de l'information et de la communication, notamment à l'article 21. Honorables invités, chers confrères et consoeurs, en adoptant de telles dispositions et en l'imposant ainsi aux acteurs des médias, la HAC viole sa propre loi organique, viole les dispositions de la loi 2015 portant Code de l'information et de la communication et viole enfin le Code de déontologie de la presse béninoise. En effet, l'article 8 de la décision portant cadre juridique des élections constitue un cambriolage institutionnel organisé de main de maître par des individus tapis dans l'ombre qui se refusent d'assumer pleinement leurs responsabilités à visage découvert. Il nous plaît de rappeler ici et maintenant que la désignation des représentants des professionnels des médias sont des élections professionnelles et que seule la carte professionnelle doit être admise comme instrument dans le processus. C'est pourquoi nous élevons une vive protestation contre cette mesure, de même que celle relative au décret de nomination d'anciens conseillers. Plus grave, la HAC donne possibilité, je cite, aux professionnels des médias exerçant dans d'autres structures autres qu'un organe de presse, fin de citation, à s'inscrire sur les listes électorales. Cette mesure de l'article 8 de la décision portant cadre juridique des élections contraste avec les dispositions du Code de l'information et de la communication qui rend incompatible l'exercice cumulé de la profession de journaliste avec les fonctions de subordination à une autorité publique. Chers amis, les conseillers de la HAC ont innové en introduisant la fourniture d'un quitus fiscal dans les dossiers de candidature. Seulement, on se pose la question de savoir pour quelles raisons, pour une institution de 9 membres, certains doivent produire un quitus fiscal pour y siéger parce qu'ils sont professionnels des médias et les autres non. Cela pose un problème de justice et d'équité. Nous recommandons alors que cette mesure, cette disposition concernant les quitus fiscaux, soit élargie aux autres conseillers qui seront désignés par le président de la République et par le bureau de l'Assemblée nationale. Pour finir, chers collègues, nous vous invitons à comprendre avec nous que nos représentants qui siègent en ce moment à la HAC sont dans une situation irrégulière. Car pour prendre part aux élections, ils se doivent de quitter leurs fonctions et les attributs de l'État afin que le jeu électoral soit équitable et équilibré pour tous. Pour toutes ces raisons, nous exigeons l'arrêt immédiat du processus électoral lancé par la HAC en vue de l'ouverture d'un dialogue inclusif sur les conditions de candidature. Dans tous les cas, nous déployons notre énergie à notre corps défendant à produire un mémoire sur toutes les dispositions anormales et saisir les juridictions compétentes afin qu'elles nous départagent. L'Institut français du Bénin célèbre le dramaturge béninois Camille Amoureau. En effet, mort dans un accident de circulation en décembre 2021, Camille Adeba Amoureau est un dramaturge béninois créateur du Salamé. L'Institut français du Bénin l'a célébré les 15 et 16 mars à l'occasion du mois de la francophonie. Retour sur le débat autour de son œuvre avec Carles Kitomen. Et les mérites de mon âge se dissipent dans l'espace de la mer. Et il n'y a pas de mots pour traduire le mal politique. Lu par Floris Adjarohon, ce court extrait de Goli de Camille Amoureau plonge l'auditorium de l'Institut français de Cotonou dans l'univers littéraire de Camille Adeba Amoureau. Goli, chemin de retour. Goli, la pierre de Camille,
Et pour la littérature béninoise, surtout la littérature dramatique, ce que le cas de retour pénatal est pour la littérature africaine, mondiale, sur le plan de la poésie. C'est une république fictive. Et c'est ça qui permet à chacun de se retrouver dans cette pièce. Quand un Burkinabé, un Malien, un Ivoirien lit la pièce, il se retrouve. Parce que ça n'existe nulle part sur la carte. Et c'est le propre des écrivains comme ça, de partir de l'imagination, de la fiction, pour créer des choses qui après deviennent entièrement vraies. On sent véritablement des ressemblances un peu curieuses. Oui. Parce que Lawin, dans la pièce, a été tué par accident, accident de la route. Et Camille aussi est mort par accident. Lawin est un révolté en permanence. Camille Amuro l'a été toute sa vie. C'est la subversion incarnée, parfois de façon silencieuse, mais c'est là quand même. Et donc, quand on approfondit un peu, on se pose des questions, on se dit, mais écoutez, est-ce que les œuvres littéraires n'influencent pas parfois le parcours, le destin des hommes? Cet hommage à ce grand homme de théâtre n'a pas occulté l'humanité de l'artiste. C'est vrai, il était dans le théâtre, mais en dehors de tout ça, il était quand même journaliste et plasticien et bien d'autres choses. Poète, il était dans le scène, il était dans le conte aussi. Donc j'ai rencontré Camille comme ça. Et ce qui m'intéressait beaucoup dans la personnalité de Camille, c'était malgré toutes ses grandes connaissances et ce talent qui était en lui, c'est qu'il était un homme d'une très grande humilité. En souvenir, Camille m'a offert ces trois bouquins. Oui. Et après notre crise, on s'est revus. Parce qu'on était tout ensemble. Il dit, Gaston, j'ai fait 300. Et tu fais partie des 300. J'ai mon numéro. Il avait déjà écrit à Gaston Eguedji, mon compagnon depuis Prométhée. Et c'était depuis 20 novembre 2007. Camille avait des relations avec Nyanguna. Dieudonné. Et Dieudonné avait un festival qu'on appelle Mansina. Quand j'étais administrateur au FITEB, il m'a offert ceci pour dire, c'est ce que je veux qu'on fasse du FITEB. Il essayait d'éditer toutes les pièces qui passaient sur son festival. Il les éditait dans un volume et il les revendait. Donc ça aussi, ça a un numéro, c'était le numéro 3. C'est sûr, Camille Amuro sera immortalisé. Avant cet hommage pour marquer la journée mondiale de la francophonie, un colloque a déjà été organisé à l'université d'Abomey-Calavi pour le célébrer. C'est presque achevé et dans les jours à venir, je crois que les usagers de la médiathèque auront un autre espace qui porte le nom de Camille. Qui porte le nom de Camille. Je crois que depuis un an, les administrateurs de la médiathèque ont décidé de donner le nom de Camille à la médiathèque des diasporas. Donc, désormais, c'est la médiathèque des diasporas Camille Adeba Amuro. La mise en scène de Gogo la renverse de Camille Amuro par Floris Adjaroron a réuni sur scène Giovanni Wansou, Didier Nasser-Gandé et Carlos Zinsou pour une représentation de rêve au deuxième jour de cet hommage. Au-delà du théâtre, Camille Adeba Amuro se dévoile dans ses publications. 9 agents de la Société béninoise d'énergie électrique, des meuniers et des clients sont jugés pour vol d'énergie à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. En effet, des responsables d'agences de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE, de l'OCOSA et des meuniers sont jugés pour vol d'énergie et branchement frauduleux à Azové. Ils ont comparu jeudi dernier devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET.
Nous bouclons ce bulletin matin d'information avec une activité organisée par l'organisation non gouvernementale Secret de la sagesse islamique dans le cadre du mois de Ramadan. En effet, la 5e édition du programme de prêche islamique organisé par l'ONG Secret de la sagesse islamique a démarré le dimanche dernier. C'était l'occasion pour le fondateur de l'ONG de réunir des musulmans et même des non-musulmans aux côtés de Oustaz Koudjou Hachimi dit Alpha Pasteur autour de la thématique de l'entraide en islam. Le point dans ce reportage. Le premier prêche de la 5e édition a démarré avec Oustaz Koudjou Hachimi dit Alpha Pasteur. L'occasion était pour les uns et les autres d'échanger autour de la thématique de l'entraide en islam. Mọ̀dọ̀dọ̀wọ́ eyín kẹfẹ́rí màgàdá lọ pọ́pọ́ náà lù pé kpọ́lọ́ ẹ̀dọ̀ dáwọ́ eyín kò dó pé kàdé gbà èmi lẹ̀ máa wù dé eyín màá yí tẹ̀ lọ́la èmi lẹ̀ inú rẹ̀ èmi lẹ̀ ti jọ̀wọ́ ẹ̀ síta èmi lẹ̀ ti sùn ẹ̀ síta ẹ̀dọ̀ mi lẹ̀ ti àfọwọ́ ẹ̀ síta ẹ̀dọ̀ mi lẹ̀ ti fọwọ́ ẹ̀ síta ẹ̀dọ̀ mi lẹ̀ láyé náà máa ṣeré kẹ wà lẹ̀ má kiri bí wàlákì nàlẹ́ bí ramana àmàna bẹ̀ láyé wàlẹ̀ yà ó mẹ́la. Le prêche de Alpha Pasteur a permis à l'assistance de bénéficier à la fois de paroles venant du Coran et de la Bible. Il a également été question de briser quelques stéréotypes quant à la pratique de l'islam. Nous avons accompli aujourd'hui le premier prêche, la première conférence qui a été animée par notre éminence Oustaz Koudjou Hachim, qu'on connaît sous le nom de Alpha Pasteur. Pourquoi? Parce qu'il prêche avec la Bible et le Coran. Alhamdulillah, ça s'est bien passé. Il a édifié la communauté musulmane ainsi que d'autres qui ne sont même pas musulmans, qui sont venus assister au prêche. Ils ont été émus et par la grâce de Dieu, nous sommes contents de la manière dont ça s'est déroulé. L'arrivée du pasteur Hachimi de Weme là-bas, nous sommes très fiers. Parce que si on veut écouter bien la parole, pour comprendre la parole, il faut écouter ça dans sa langue maternelle. Donc il nous a donné ça de notre langue maternelle. Par exemple, si nos frères, d'autres disent que c'est la religion des musulmans, des Yoruba, alors que ce n'est pas des religions des Ayolé. C'est la religion de tout le monde. Mais ici, là, on aime à pratiquer la langue Yoruba. Le deuxième prêche est prévu pour le dimanche 24 mars à la place Idi Dagblangandan. Il sera question du désespoir en l'islam avec Fodilat Sheikh. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi juste après le jingle suivant. On retrouve Colombe Oussou pour la page des sports. Colombe Oussou, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Dans le cadre des journées FIFA du mois de mars 2024, la sélection béninoise a tenu sa première séance d'entraînement hier. Au nombre de 25 joueurs attendus, la défense centrale manquait à l'appel. C'était Kader, le défenseur central, l'ancien et ancien joueur du club turc d'Adana Sport, lui du Stade de Rennes, a connu un événement heureux puisqu'il est nouvellement papa. C'est la raison de son absence officiellement annoncée par le team media officer de l'équipe nationale du Bénin. Ce dernier a également souligné tout de même que le Guépard rejoindra le groupe ce mardi. Appelé pour la première fois en équipe nationale du Bénin au cours de l'année 2020, le natif de Lyon, âgé de 26 ans, compte 8 apparitions avec les Guépards pour un but marqué. Il fait partie des joueurs certains de démarrer la rencontre face à la Côte d'Ivoire le 23 mars prochain et contre le Sénégal le 26 mars 2024. Les Lions de la Teranga se sont aussi entraînés pour la première fois hier en terre française. C'est exact. Les Lions de la Teranga ont effectué leur séance d'entraînement à Amiens en France, occasion pour ces derniers de se familiariser avec les nouvelles têtes et jeunes joueurs nouvellement appelés. Après l'arrivée du capitaine Sadio Mané et de plusieurs autres de ses coéquipiers, le groupe convoqué par Aliou Cissé est presque au complet. En effet, on note l'absence d'Abdou Diallo et Abdoulaye Seck. Ces derniers retardataires n'ont pas encore rejoint l'équipe. Ils seront certainement présents dans les prochaines heures et ce, à moins d'un changement de dernière minute. Retournement de situation dans l'affaire Omari Kamoussou et Ismaili SC. L'attaquant béninois n'a pas réussi à paraphrer un bail avec le club égyptien.
C'était Zad Kader, visiblement le feuilleton Romaric Amoussou sur son transfert en Égypte n'est pas encore à son dernier épisode, alors qu'on croyait que l'avant-centre de Coton Football Club a trouvé un terrain d'entente avec les dirigeants de Ismaili SC. Mais hélas, aux dernières nouvelles, hier lundi soir, on apprend que les parties engagées dans les discussions ne sont pas tombées d'accord. Pourtant, les négociations étaient bien parties au point où l'avant-centre béninois a passé avec succès sa visite médicale. Après le premier tohu-bohu autour de son dossier, on a même vu Romaric Amoussou effectuer ses premières séances d'entraînement sous le maillot des Samba Boys. Sauf que l'aventure n'ira pas au-delà, au pays des pharaons. Le joueur qui est sur le point de rentrer au Bénin dans les prochains jours poursuivra la saison en cours avec Coton Football Club. Et pour finir, le tirage au sort des Jeux Olympiques qui aura lieu demain, mercredi 20 mars 2024. Didier Drogba est choisi pour participer à la cérémonie. Oui, Kader, il sera aux côtés d'autres noms du sport tels que Javier Sibiola, champion olympique 2004 de football, Stéphanie Labbé, championne olympique 2020 de football, et Marie-Josée Pérec, championne olympique du 400 mètres en 1992 et 1996 et du 200 mètres en 1996. Dans la salle abritant la cérémonie des tirages au sort, précisément à Saint-Denis au siège de Paris 2024, plusieurs autres personnalités seront également présents. Il s'agit entre autres d'Arsène Wenger, de Yuri Djorkaeff, d'Olivier Darcoux et des joueurs de l'équipe de France championne olympique de 1984 de football. En attendant, rappelons que les Jeux olympiques de Paris 2024 auront lieu du 26 juin au 11 août 2024, soit plus de 2 semaines de compétition. Dans la catégorie football, le démarrage des hostilités débutera le 24 juillet pour s'achever le 10 août. Merci à vous, Colombousso, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Francis Fahmy, pour le bulletin matinal d'information. À présent, chers amis internautes, on va installer Quentin Amoussou et Atifa Olafa pour les rubriques trucs et définition du jour, autant pour moi, et trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Quentin Amoussou. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être installé. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour autant pour moi, bonjour. Bonjour, Kader. Oui, bonjour à nouveau, puisqu'on s'est vu avant de démarrer cette émission matinale. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Merci d'être au rendez-vous, Quentin Amoussou. Ce matin, on découvre l'expression tomber des nues. Bonjour, amis internautes. Tomber des nues. D'abord, tomber s'écrit comme le verbe tomber à l'infinitif et puis nu au féminin pluriel N-U-E-S. Alors, l'expression tomber des nues signifie que l'on reste ahuré face à une nouvelle ou un fait, que l'on est stupéfié ou que l'on ne comprend rien à la situation vécue. Par exemple, je suis tombé des nues en comprenant qu'elle m'avait menti. Un autre sens de l'expression tomber des nues, beaucoup moins courant de nos jours, est arriver à l'improviste ou encore débarquer de nulle part. L'expression tomber des nues est apparue au XVIIe siècle. L'utilisation du verbe tomber serait liée au fait que lorsque l'on est étonné, notre esprit tout entier est bouleversé et qu'une nouvelle stupéfiante peut même nous faire vaciller, c'est-à-dire s'évanouir par exemple. Ensuite, il faut noter l'utilisation du terme nu aujourd'hui, quelque peu tombé en désuétude, sauf pour les plus poètes d'entre nous. Ce terme nous vient du latin nube, pluriel de nube, signifiant nuage, nuée ou encore ensemble de nuages. Le mot nu en tant que substantif féminin désigne ainsi un nuage littéralement ou encore généralement élevé dans le ciel ou encore un ensemble de nuages. Voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation. Vous avez parfois de tomber des nues? Oui, parfois. Dans quel cas, dans quelles circonstances? Comme l'exemple que j'ai eu à illustrer avec quand quelqu'un vous ment et vous savez pertinemment que ce n'est pas le cas, vous tombez des nues. C'est assez simple.
Quelques anecdotes à partager avec nous? Anecdote, je m'en souviens plus tout de suite, mais je suis déjà tombé des nues plusieurs fois, et beaucoup plus souvent lorsque l'on se retrouve dans des relations amoureuses et bon voilà, vous vous attendez à Une relation amoureuse. Atifa Olafa, vous avez vécu cela dans une relation amoureuse? Dans une relation amoureuse, non. 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 Et dans quoi alors? Bon, dans les relations amicales. La relation fraternelle de tous les jours. Ouais. Merci à vous, Quentin Moussou, pour cette présentation. Chers amis internautes, juste après le jingle suivant, on retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. On découvre ce matin différentes formes de talons à porter selon sa silhouette. C'est bien cela. À nouveau, amis internautes, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Que vous soyez grande, petite, avec des formes, des mollets forts ou des jambes fines, il existe une forme et une hauteur de talon adaptée à chaque type de morphologie. L'objectif ici est de sublimer votre morphologie avec un petit coup de pouce d'une forme de talon allongée ou au contraire plus épaisse. Avec la panoplie de formes et styles de talons qui existent, il peut être difficile de trancher et de s'arrêter sur les bons. Quelles chaussures à talons choisir alors en fonction de sa morphologie? Eh bien, amis internautes, si vous avez de petites jambes, alors il vous faut des talons plates. En prime, optez pour un modèle avec une bride assez basse sur la cheville pour éviter de couper la jambe. Si vous êtes grande de taille ou que vous ayez de grandes jambes, vous pouvez choisir de porter des talons hauts. Si vous avez des mollets forts, je vous conseillerais donc des mules à talons. On a toutes des formes de jambes différentes. Certaines sont très musclées, d'autres très fines et d'autres se composent d'un mollet dit fort. En l'absence d'une bride classique entourant la cheville, l'attention ne se porte pas sur le mollet. On choisit donc un talon bloc assez haut pour surlever la silhouette et une couleur se rapprochant de sa carnation de peau pour allonger les jambes visuellement. Si vous avez des formes, optez pour des talons blocs et semelles plateformes qui n'ont jamais été aussi plébiscités. En parallèle, ce style de chaussure est également adapté aux silhouettes généreuses. La hauteur initiale du talon va sublimer la silhouette et être en harmonie avec les courbes. Pour éviter d'agrandir visuellement sa pointure de pied, il suffit d'opter tout d'abord pour des bouts carrés, ensuite pour la forme du talon. Évitez les talons aiguilles qui ne feraient qu'accentuer le contraste de volume avec la longueur du pied. À la place, on mise donc sur des talons blocs. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Abdelkader. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Et vous avez parlé de faire quoi cette astuce? Oui. Dans quel moment? Bon, moi personnellement, j'ai remarqué qu'il y a des moments où quand je mets des talons aiguilles, j'ai souvent des crampes au niveau de la cheville. Mais quand je mets des talons, de gros talons quand même, mais dont la semelle est un peu carrée, c'est plus confortable. Et facile pour la démarche. Facile pour la démarche. Et Quentin Moussou, vous préférez les femmes sur talons ou dans les ballerines? Non, je crois que le talon, c'est élégant. Donc, ça rend les femmes assez élégantes. Ça vous permet de mieux les mater? Jolies. Je ne dirais pas ça, c'est vous qui le dites. Non, mais avec les ballerines également, c'est quand même joli. C'est quand même joli. Oui, je crois que, bon, généralement, les femmes n'ont pas forcément besoin de talons pour montrer toute leur finesse. On va voir ce que Anaël va répondre à cela tout à l'heure avant sa présentation des prévisions astrologiques. Merci à vous, Atifa Olafa. Merci une fois encore à vous, Quentin Moussou. Chers amis internautes, à présent, on va installer Anaël Dou pour les prévisions astrologiques du jour. Les prévisions astrologiques avec vous, Anaël Dou. Bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être installé déjà ce matin. D'entrée de jeu, tout à l'heure, il y avait un débat. Les femmes, vous les préférez sur les talons ou dans le ballerine? Bon, je pense que les femmes sont plus à l'aise et elles exhibent mieux leurs atouts corporels quand elles sont sur les ballerines parce que ça leur permet de pouvoir marcher assez facilement. Quand elles sont dans les ballerines. Mais oui, quand elles sont dans les ballerines. Donc sur les talons, c'est plutôt un peu en décadence, sauf si elles maîtrisent correctement les talons les choses.
qui fait bouger les choses véritablement? Bon, pas vraiment. Je ne pense pas que c'est les talents qui font bouger les choses, c'est la démarche. Donc vous êtes en harmonie avec les ballerines? Je pense que j'aime plus quand la femme est en ballerine. En talent, je trouve qu'elle est un peu dans les airs, en quelque sorte. Elle flâne. Un peu ça. Alors Naldo, que prédisent les astres ce matin? Et de très bonnes choses, notamment sur le côté financier. Alors on démarre par les amis béliers. Ne prenez pas de risques inutiles aujourd'hui, soyez prudents et ne vous laissez pas abuser par les sirènes de l'appât du gain. Taureau, à présent, évitez de possibles tentations car vous êtes d'humeur dépensière. À la place, préférez réorganiser vos finances. Gémeaux, c'est le moment de vous faire plaisir avec une virée shopping par exemple. Cancer, à présent, vous aurez sans doute l'opportunité de construire un budget important aujourd'hui. Lion, 5e signe, vous arrivez avec facilité à faire la part des choses entre les bonnes dépenses et les mauvaises. Cela vous profitera aujourd'hui. Vierge, vous pourriez assister à une embellie de vos finances personnelles, mais cela va impliquer une réduction de vos finances. Balance, à présent, la période est propice pour effectuer un investissement dans le domaine de l'art ou une pièce de mode. Cela vous profiterait. Scorpion, 8e signe, vous êtes dans de bonnes dispositions. Côté finances, appliquez-vous donc. Sagittaire, fixez-vous un objectif pour mettre des sous de côté, comme un voyage ou une aventure par exemple. Capricorne, il se pourrait que vous receviez un cadeau ou un bonus aujourd'hui, étant donné que le secteur de l'argent est favorisé. Verseau, avant-dernier signe, un placement financier réfléchi pourrait être valorisé aujourd'hui, mais ne sautez surtout pas d'étape. Poisson, pour finir, votre patience vous apportera beaucoup en termes de finances personnelles. Gardez l'esprit ouvert et ne vous précipitez surtout pas. Merci à vous, Anaël Do, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Chers amis internautes, à présent, on va installer le panel de discussion. Le panel de discussion, on parle sport ce jour, on parle du déclassement du stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. À cet effet, je suis entouré de Carles Kitome qui nous a rejoint. Bonjour à vous. Bonjour Abdel. Merci d'être à mes côtés. Bonjour à vous, Larius Setondia Diagono. Bonjour Kader. Merci pour l'effort, merci d'être là ce matin. Bonjour à vous également, Colombo Soit Nouveau. Bonjour à vous, à nouveau, Anel Dou. Merci d'être resté à mes côtés pour ce panel de discussion. Carles Kitome, l'actualité, elle est liée au déclassement du stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou par la FIFA. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette décision? Oui, c'est une décision en fait, qui surprend beaucoup, mais je crois que sur ce plateau, il y a des gens qui sont plus à même que moi de présenter la situation actuelle. Je préfère qu'ils nous présentent la situation avant d'opiner autrement. Avant d'opiner autrement. Larios Setondia Diagono, qu'est-ce qu'on peut... D'où résultent les fondements de cette décision de la FIFA là? Voilà. Bon, Kader, bonjour à nouveau et bonjour chers amis internautes. Il faut dire simplement que les pelouses de football doivent respecter une certaine norme et des critères édités par la FIFA et la Confédération africaine de football. C'est dans ce sens qu'en 2021, nous avons rénové ce stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Mais moins de 2 ans après, il y a eu des dégradations qui ont été constatées au niveau de... Ces dégradations sont dues à quoi? En juillet déjà... Un mauvais entretien ou... Il y a le mauvais entretien de la pelouse. La pelouse qui s'est complètement détériorée avec le temps. Et si vous faites un tour aujourd'hui au stade Général Mathieu Kérékou, c'est l'état de la pelouse est à l'antipode de ce que nous avons vu le 10 juillet 2021 lors de cette finale de la Coupe de la Confédération entre Raja de Casablanca et la JSK de l'Algérie.
hormis l'état de la pelouse, la CAF en juillet 2023 a déjà envoyé à la Fédération béninoise de football des demandes pour mettre aux normes le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Nous sommes des journalistes sportifs et quand vous faites un tour au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, ce n'est pas toujours confortable que nous accomplissions notre métier. Oui. Donc c'est juste pour parler de l'absence d'une tribune de presse digne de nom, comme le souhaitent les instances faîtières du football mondial. Et dans la correspondance envoyée au Bénin par la Confédération africaine de football, il y a 8 points, ou pour ne pas dire 9 points, qui ont été évoqués pour permettre à ce que le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou se conforme à ce qu'il y a de plus beau dans le giron du football mondial. Ces points vont de l'environnement de la pelouse. J'ai déjà parlé de ça, de l'environnement de la pelouse, surtout du gazon qui est installé sur la pelouse, à l'éclairage. Il y a l'éclairage également qui a été épinglé par la FIFA, la CAF. Et, on parle également de l'environnement. C'est que les alentours du stade, il y a d'autres infrastructures qu'il faut installer. Les vestiaires, il faut mettre les vestiaires aux normes. À ce que j'ai appris, les joueurs glissent même dans les vestiaires quand ils veulent sortir. C'est-à-dire que le carreau qui a été mis dans les vestiaires ne sont pas adaptés pour que des footballeurs qui sont en crampons puissent marcher sereinement sur le stade. Vraiment, il y a quand c'est une batterie de demandes que l'instance faîtière du football africain a envoyé à faire au Bénin pour se mettre aux normes son stade. D'ailleurs, c'est le seul que nous avons au pays. Alors, Kolomoussou, selon vous, est-ce que cette décision paraît justifiée? Monsieur Kader, pour moi, cette décision paraît justifiée parce que c'est le seul stade que nous avons d'ailleurs. Et quand vous avez une seule chose, il faut bien en prendre soin. Et vous estimez qu'on n'en prend pas assez soin, c'est ça? Bien sûr, parce que notre stade, nous l'avons rénové il y a quelques temps, mais après, quand vous voyez l'état actuellement, franchement, ce n'est vraiment pas agréable pour des joueurs professionnels qui vont jouer sur cette pelouse-là, et les gradins aussi, c'est véritablement pas en ordre. C'est véritablement pas en ordre selon vous. Moi, il y a les Jeux africains qui se passent au Ghana actuellement, et nous avons l'université d'Accra qui abrite tout un complexe sportif. Pourquoi ne pas faire un truc pareil au Bénin et véritablement dépenser de l'argent pour avoir un truc vraiment potable? Pour avoir quelque chose de renommée internationale quand même, Alain Do. Effectivement, Larius Ajagbenon l'a dit tout à l'heure, quand vous voyez les 8 points que la Confédération a envoyé à la Fédération déjà pour justifier ce déclassement, en quelque sorte, vous vous demandez à quoi l'investissement qui a été fait au stade a servi. Un stade qu'on réfectionne il y a 2 ans seulement, et autant de points, des points qui prennent en compte tout ce qu'il y a presque dans le stade, partant de la pelouse au vestiaire, la tribune de presse. Est-ce que vous pouvez nous lire rapidement ces points-là? Ok, je vous fais lecture. C'est une batterie, ça va prendre. Juste des titres. Les titres, les 8 points. Le premier point, les environnements du terrain de jeu. Deuxième point également, les équipes et officiels de la CAF, notamment par rapport au vestiaire de l'équipe haute et de l'équipe visiteuse. On a le côté médical, donc notamment les infrastructures pour assister les joueurs rapidement. Il y a la zone réservée aux spectateurs, les entrées et les sorties du public et tout. 6e point, il y a la zone réservée aux médias, notamment la tribune de presse et autres. Il y a les domaines de la télévision et de la radiodiffusion, les positionnements des caméras, les infrastructures adaptées pour cela. 8e point, il y a les sites
d'entraînement qui sont exigés également. Donc quand vous voyez tout cela, vous vous demandez autant de milliards engloutis pour réfectionner le stade 2 ans seulement après, et on nous liste tous ces points. C'est comme si rien n'a été fait. Et déjà, quand nous avons annoncé, c'était un peu prévisible. Quand nous laissons tous ces points, c'était un peu prévisible. Quand on a un seul stade, mais on enclenche des travaux d'envergure autour de ce stade, c'est-à-dire le stade se retrouve au beau milieu d'un chantier énorme, c'est que ça met en danger peut-être des joueurs et qui vont vouloir accéder au stade et tout. Donc déclasser ce stade, moi je me disais que si ce n'était pas les dérives et tout ce que la Confédération avait listé, je pense que ce serait le positionnement ou le fait que le stade soit situé au beau milieu d'un chantier qui ferait déclasser ce stade au moins pendant la période de ces travaux-là. Au moins pendant la période de ces travaux-là. Alors, Alex Kitome, tout ce qui est dit tout à l'heure, c'est quand même assez déplorable. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller au stade. Si vous aimez le sport et que vous arrivez d'aller au stade de l'amitié, vous n'avez pas besoin de la FIFA ou de la CAF pour déclasser le stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou. Vous savez, moi, j'ai décidé de ne plus aller au stade parce que toutes les dernières fois que j'y ai été, il suffit que je m'asseye sur ces sièges. Je vous dis, il suffit que je m'asseye pour que j'ai la démangeaison. Et cette démangeaison dure 3 jours. Il n'y a pas ce siège sur lequel je me suis assis sur ce stade depuis 2 ans et qu'il ne m'a pas créé la démangeaison. Et du coup, je me suis dit qu'il y a un gros problème à régler là-bas. Donc moi, sans la CAF et la FIFA, j'aurais demandé qu'on ferme ce stade et qu'on met les choses aux normes. Et quand on parle des sièges, pour moi, c'est scandaleux. Le Bénin avait déjà eu des problèmes avec les instances africaines et mondiales du football à cause des sièges, parce qu'il n'y en avait pas. Je crois qu'on a mis des sièges, on a changé 2 ou 3 fois avant que les sièges ne soient acceptés. Et ces sièges, peu de temps après, nous créent des dommages. Pour moi, c'est scandaleux, et ceux qui font le football au Bénin, ils doivent se remettre en cause. C'est bien qu'il faut gagner de l'argent quand on a une activité, mais il faut garantir l'environnement qui permet à cette activité de prospérer, qui permet de protéger les athlètes c'est à leur sueur qui gagnent de l'argent. Ils roulent grosse carrosse parce que les autres souffrent sur le terrain. Donc il faut au moins permettre à ces personnes de garder leur intégrité. Et il faut savoir que si les instances continentales et mondiales s'occupent de la normalisation, sinon de mettre les stades aux normes, c'est parce qu'il y a eu des antécédents, il y a eu des problèmes. Il y a eu des scandales. Nous pouvons savoir qu'au Brésil, il y a eu des problèmes sur des stades. Le Maracana a réduit sa capacité parce qu'il y a eu des incidents qui ont créé beaucoup de morts. On se rappelle en France, le stade de Bastia, il y a eu des morts parce que des tribunes s'étaient effondrées. C'est des choses qui se passent. Il y a eu le stade de Furiani pour une finale de l'Euro Champions League où il y a eu beaucoup de morts. Donc à partir de ces incidents, les instances ont quand même mis en place des critères pour garantir la sécurité des spectateurs. Donc la première chose à faire, c'est que la pelouse soit aux normes. S'il y a des nids de poules sur la pelouse, les joueurs vont se fouler la cheville et ça peut mettre fin à leur carrière. En dehors de là, il faut que l'espace sur lequel ils s'échauffent aussi soit aux normes. Les vestiaires, les toilettes. Quand vous allez au stade de l'amitié, que vous avez envie d'uriner, je vous jure qu'il vaut mieux aller chez vous. Parce que quand vous entrez dedans, d'abord, ça ne fonctionne pas pour la plupart. Et quand vous prenez le risque d'y aller parce que vous ne pouvez pas, c'est que vous êtes reçu par beaucoup de choses vraiment désagréables. Et là où on fait la cabine de presse, non, je ne vais pas dire cabine de presse, la salle de presse. La salle de presse aussi doit être aux normes. Pour le moment, je crois que notre salle de presse, mais ce n'est pas ça. Oui, ce n'est pas ça les normes. Et la sécurité, comment est-ce qu'on assure la sécurité sur le stade par rapport au nombre d'entrées? Comment on ouvre les entrées? Tout ça, il doit y avoir des gens qui s'occupent vraiment de ça. Je me rappelle, j'étais tout petit quand ce stade-là était tout nouveau. Et j'étais allé pour suivre un match. C'était une finale entre Requin Dragon il y a très longtemps. Je ne me rappelle pas l'année. Mais qu'est-ce qu'on avait remarqué? Tout de suite, au coup de sifflet final, à peine 5 minutes après, ils ont déclenché un système qui arrosait le stade. Donc, il y a les joueurs qui traînaient sur la pelouse étaient obligés de fuir parce qu'il y avait de l'eau qui venait de partout. Maintenant, je crois que tout ça, là, je ne sais plus si c'est toujours opérationnel. C'est opérationnel. Au moins, le système d'arrosage est opérationnel. Ce que moi, je veux dire, il faut qu'on ressente un peu le sujet.
Le sujet, c'est le déclassement du stade Général Mathieu de Crépeau de Cotonou. Quelles sont les causes et que faut-il faire? Oui, que faut-il faire? Avant d'aborder ce qu'il faut faire, on va quand même suivre cet élément témoin qui a été réalisé par une équipe de la rédaction, notamment Francis Fahmi et Anel Dohou, qui se sont promenés dans la ville de Cotonou afin de recueillir quelques impressions de citoyens lambda sur cette actualité d'envergure. Comment on peut débloquer des dizaines de milliards et on veut me dire encore qu'on va déclasser le terrain? Non, c'est grave. Ça veut dire que nous, on ne peut plus supporter notre équipe. Déclasser notre stade de l'amitié, vraiment, on ne sait même pas. C'est sous quel gouvernement? C'est sous le gouvernement du Talon même que ça là s'est passé. Ça me fait un peu peur. C'est une honte. C'est une honte. Nous n'avons pas grand-chose à dire, mais c'est une honte. Ça m'a attristé parce que l'État a mis beaucoup de moyens là pour renouveler ce stade-là. Stade omnisport, stade olympique, stade de l'amitié, qui était un stade olympique. Mais à cause des travaux initiés sur le terrain, la FIFA ou la CAF a déclaré stade malpropre à utiliser. Donc nous sommes obligés d'aller à Lomé jouer les matchs amicaux. Je me demande si je suis encore béninois. Et ça me fait tellement beaucoup pleurer que après avoir géré le Bénin pendant 8 ans, et on a débloqué des milliards pour réversionner le stade de l'amitié, à ma grande surprise, on vient de déclasser le terrain. Ça veut dire que nous allons fermer les écoles et les universités et aller déposer les clés. Pourquoi ne pas mener les projets de marché là au rôle des arts et reconstruire le stade comme il était, refaire les choses proprement comme il était? C'était une erreur de leur part. Ah, en tout cas, j'attends cela pour voir. Retour plateau, voilà l'instant, c'était les impressions de quelques citoyens très déçus de cette actualité qui déclasse notre stade là, la recette à Diagono. Est-ce que la déception est partagée à votre niveau également? Déception, oui, même moi je vais mettre un bémol. Est-ce qu'il y a de l'amertume dedans? Oui, l'amertume, oui. Parce que, pourquoi l'amertume? En 2013 déjà, ce stade a été rénové. Ce stade a été rénové avec l'installation des sièges. Avec l'installation des sièges dans les tribunes. En 2021, le stade fait à nouveau peau neuve. Et moins de 2 ans, on décide, où la FIFA et la CAF constatent maintenant que notre stade n'est pas aux normes. Et quand vous faites juste un rétro dans un passé pas si lointain, le Bénin et le Nigeria étaient en lice pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2025. 2025 était candidat pour abriter. Que s'est-il passé dans ce laps de temps? Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut savoir la cause. Et la cause, selon vous, c'est quoi? La cause, c'est d'abord, pour moi, l'incompétence de ceux qui ont la gestion de ce stade. Parce que un stade qui est rénové à coût de milliards, 13 milliards environ, ont été débloqués pour la rénovation du stade. On nous a dit que l'investissement, le plus gros investissement, a été consenti sur la pelouse. Et déjà, moins d'1 an après, on a déjà commencé par constater la dégradation du terrain. Donc, si les responsables, ceux qui ont à charge de gérer les stades du Bénin, avaient pris leurs dispositions pour l'entretien, est-ce que les recommandations de l'expert espagnol qu'on a invité ici pour la pelouse, moi je parle d'abord de la pelouse, pour installer cette pelouse, est-ce que des toilettes, de la cabine de presse, est-ce que les recommandations de l'expert ont été
prises en compte pour l'entretien et la maintenance de la pelouse. Maintenant, parlons des vestiaires et autres. C'est déjà en l'état avant que la CAF même n'accepte que le stade était homologué. C'était déjà comme ça. Oui. C'était déjà comme ça. Maintenant, parlant des toilettes, moi, je peux dire qu'il y a un effort qui a été fait à ce niveau lors de la rénovation. Parce qu'on a des toilettes propres maintenant au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. L'époque où mon cher ami Cal allait au stade et avait de la peine à se rendre dans les toilettes pour se mettre à l'aise, l'époque là est révolue. Maintenant, au niveau des tribunes, je l'avais déjà cité, la tribune de presse n'hésite pas au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. On a juste mis des tables, on a enlevé des sièges, on a mis des tables là pour permettre aux journalistes de s'asseoir et de travailler. Donc ça n'existe pas. C'est pas commode. C'est pas du tout commode. Mais il faut préciser, quand le stade était homologué, il y avait 21 autres pays dont les stades n'étaient pas homologués, dont le Togo, que l'un des intervenants dans l'élément témoin a cité. Le Togo, le Burkina, le Niger. Il faut dire, c'est avec pincement au cœur que je parle de ça. Parce que Anaël a évoqué quand même une situation. Est-ce que les travaux autour de la ceinture du Stade de l'Amitié n'ont pas conduit à cette négligence qui a amené cette situation que l'on déplore? Moi, je vais demander qu'est-ce que nous voulons. Sur ce point-là, je vais demander qu'est-ce que nous voulons. À un moment donné, pour la sécurité autour du stade, l'État a décidé d'octroyer des espaces à des privés pour l'ouverture de boutiques ou autres bureaux. On a dénoncé ça, que dans aucun stade au monde, ça ne se fait. Mais nous avons nos réalités ici. Moi, j'ai résidé dans la zone du stade de l'Amitié. À une époque donnée, à 19h30 à 20h, tu ne peux pas circuler dans les environs du stade. Mais le fait qu'on a ceinturé ce stade, ça a permis de régler un problème d'insécurité dans la zone. Mais quand ils ont fait ça, il y a des débits de boissons qui ont été installés. Mais à chaque rencontre internationale, et il y a un communiqué qui est lancé pour demander la fermeture le jour du match de ces débits de boissons. Et c'était respecté. Maintenant, l'État a décidé, le gouvernement a décidé de réhabiliter un peu l'endroit en détruisant certaines infrastructures pour ériger d'autres. Mais c'est je veux dire, c'est dans l'optique de quand même rénover la ceinture. Oui, mais le stade n'a pas été touché. Alors je reviens un instant là, Saint-Odia-Dagbenon. Alors Colombe Moussou, à qui incombe finalement cette responsabilité de ce que nous déplorons ce matin? Carnet, moi je dirais d'abord la responsabilité, moi je l'infligerai à la fédération, ensuite aux instances, au gouvernement. La fédération, ma chère consoeur, la fédération n'a pas la gestion du stade de l'Amitié. Le stade de l'Amitié est géré par l'Office béninois de gestion des stades du Bénin ou l'Office de gestion des stades du Bénin, OGSB. C'est l'Office de gestion des stades du Bénin qui a en charge tous les stades. Revenons sur ce que mon aîné a dit tout à l'heure. Déjà pour la ceinture autour du stade, vous savez, quand on veut construire autour d'un stade, je pense qu'un pôle peut être construit après un autre pôle, de façon à ne pas complètement mettre en œuvre des travaux de sorte à isoler ce stade ou bien à rendre l'accès à ce stade un peu dangereux pour des joueurs. Maintenant, quand nous sortons de cela et que nous abordons la gestion de ce stade, on l'a dit tout à l'heure, c'est le même stade qui a été annoncé conforme déjà. Donc cela veut dire que si aujourd'hui c'est dans cet état, c'est parce que la gestion, il y a un manque, ça a été mal géré. Effectivement, il y a un manque d'entretien. Mon aîné a insisté sur la pelouse tout à l'heure. C'est le centre de tous les débats. Vous savez, j'ai regardé des reportages dernièrement sur le monsieur qui s'occupait, le jardinier
principal qui s'occupait pas du stade, de notre stade de l'amitié, mais de grosses équipes hors du pays, sous d'autres continents. Vous voyez, le bureau de ce jardinier est plus gros que notre studio, c'est-à-dire qu'il a tout, il a tout pour améliorer, et il dit qu'il suit des cours juste en jardinage pour rendre ce stade au top tout le temps. Il a la main d'œuvre qu'il a, c'est des centaines de personnes qui travaillent là. Cela voudra dire que si nous n'essayons pas d'atteindre un certain niveau où celui dont mon aîné parle tout à l'heure, qui s'occupe de la gestion de notre stade de l'amitié, nous le connaissons. Nous n'allons pas dire que les conditions et le temps qu'il consacre à l'entretien là, c'est ce qu'il faut. Gestion et entretien, ça ne veut pas dire la même chose. Le Bénin a été fait. Gestion et entretien, ce n'est pas la même chose. Je reviens quand nous sommes dans une maison, ce sont nos parents, c'est le père qui a la gestion de la maison. Mais il y a les enfants qui sont là. Et c'est à nous, les enfants que nous sommes, qui en profitons. Donc pourquoi ne pas prendre cette responsabilité que nous avons, parce que c'est la fédération qui l'utilise à son usage. Pourquoi est-ce que la fédération ne peut pas prendre ses garde-fous et ne peut pas mettre la pression à suivi plus pour le suivi et l'entretien de la fédération peut faire des recommandations, la fédération peut contacter le gouvernement pour transférer peut-être la correspondance et éditer un peu certaines normes pour que la pelouse soit bien entretenue. Mais je rappelle ici, la fédération n'est pas propriétaire des stades. Même si non, quand tu... On va écouter Kales Kitombé qui depuis n'a pas encore réagi et qui brûle d'envie de réagir. Kales Kitombé, oui, vous avez la parole. Mais moi, je vais dire que je tombe des nues parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la Côte d'Ivoire étaient venus jouer plusieurs matchs au stade de l'Amitié de Cotonou parce qu'ils étaient en travaux, ils préparaient la CAN et leur stade n'était pas aux normes. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, là, ça s'est passé. Et tout de suite, là, mais je vais faire une petite remarque. Je ne me rappelle plus la date, mais j'ai suivi ce match-là, Bénin-Tanzanie, où le Bénin a été battu 1-0 ici sur cette installation. Je me rappelle que quand je suivais ce match, j'avais vu que des joueurs faisaient des faux pas à des endroits donnés. J'avais remarqué qu'Olivier Verneau avait fait une chute bizarre, ça ne s'expliquait pas. Et ce n'était que la pelouse qui pouvait expliquer ça. Et moi, je dis une chose, si nous sommes responsables, nous n'avons pas besoin d'attendre que des instances réagissent pour corriger ce qu'il y a. Les joueurs voulaient le championnat. Donc, nous-mêmes, la fédération pouvait déjà faire, même les clubs pouvaient se plaindre, et la fédération pouvait faire des recommandations pour que des choses soient corrigées à gauche et à droite. Il y a des creux actuellement, il y a des creux. C'est pas actuellement, c'est que ça s'agrandit, et il y en a de plus. Lorsque l'on connaît un peu la rigueur du régime en place, sa façon de gérer les choses, est-ce qu'on peut espérer que les têtes tombent face à ce qu'on peut qualifier même de scandale? Bon, vous savez, nous sommes en 2024. Et 2026, c'est à côté. Les têtes peuvent tomber. Mais à partir de maintenant, c'est délicat. C'est tellement délicat, il y a tellement d'intérêt en jeu que même si on veut bien faire, on ne peut pas faire tomber les têtes comme on veut. On peut donner des instructions pour que ça soit corrigé. Mais que des têtes tombent, ça va être difficile. Maintenant, là, il y a une chose. Les gens qu'on met là-bas, est-ce qu'ils sont compétents? Est-ce que celui qui s'occupe... Non, je connais des gens qui étudient rien que ça. Hein? Est-ce que celui qui gère, il a toute la compétence? Est-ce qu'il se met à jour? Est-ce que dans son équipe, on a pu mettre des compétences pour le compléter? Pour la gestion de la pelouse, est-ce que ceux qui le font là, ils ont vraiment appris à faire ça? Est-ce qu'ils ont une expérience? Est-ce qu'il y a des moments donnés, ils sortent pour aller voir, pour aller en stage sur cette pelouse qui sont vraiment irréprochables, pour apprendre et revenir? Je crois que c'est comme ça qu'on grandit. Donc je crois que le dispositif, ça commence déjà par la gestion, mais les clubs, la fédération et le gouvernement doivent y mettre de l'argent, sinon ça ne pourra rien donner. Mais Colombo, les Bénin ont besoin que les têtes tombent pour qu'on sache véritablement. À cette allure, les nouveaux stades vont devenir quoi? Non, écoutez, non, Cadet, nous avons un joyau que nous n'avons pas entretenu. Maintenant, nous en avons ajouté, je crois, 22, non? 22. Et les 22 là deviennent quoi? Ça va être pire. Nous avons construit 22 stades, mais ces stades ne nous servent véritablement pas. Non, je pense que... Je ne vais pas dire que ne servent pas. Il faut que la capacité. Je préfère avoir une maison qui est bien
entretenu que d'avoir 4 maisons qui sont des poubelles. Pour moi, Carles, pourquoi construire 22 stades pour le championnat et ne pas amasser cet argent-là pour construire un ou deux stades? Vous avez dit pour le championnat. Vous avez dit pour le championnat. Non, il y a bien fait dans ce qu'elle dit. On pouvait en avoir très peu qui sont très bons que d'avoir plein ou dans 2 ans. Ou dans 2 ans. Mais c'est ce que je suis en train de... Je dis, je préfère avoir une seule maison, une petite villa que j'entretiens bien, que d'avoir 4 immeubles où personne n'a envie d'entrer. Vous parlez de tout un pays. Vous parlez quand même de plus de 50 clubs. Eux tous ne peuvent pas jouer sur le stade. On n'a jamais dit ça. Maintenant, les 22 stades qui ont été construits, c'est des stades à la limite que d'autres appellent des stades d'entraînement. C'est des stades pour nos clubs. L'équipe nationale ne va pas jouer là-bas. L'équipe nationale joue au stade de l'Amitié. Les terrains qu'on a construits, c'est pour rendre... Vous n'arrivez pas à entretenir ce qui est à coût de dizaines de milliards et le reste, comment on fait? C'est pas la même chose. C'est des terrains synthétiques. C'est des pelouses synthétiques. C'est pas une condamnation. C'est pas une condamnation. Mais en quelque sorte, nous éveillons la conscience des gens pour qu'ils sachent qu'il y a beaucoup de travail. Vous parlez de têtes qui vont tomber. Je vous l'avais dit au départ, le stade est au beau milieu d'un chantier. Donc, je pense que notre gouvernement avait bien pensé cela et savait que tôt ou tard, ce stade allait être déclassé. Juste le temps. On a vu la Côte d'Ivoire dans ce pays venir jouer parce que le stade, il y avait des travaux sur le stade. Pas parce que le stade n'était pas, le stade est plus immense que notre stade, mais parce qu'il y avait des travaux, on est obligé d'aller faire jouer l'équipe ailleurs. C'est ainsi. Maintenant, quand nous prenons l'état de la pelouse et les constructions, cela a été faussé à un niveau donné. On a vu en Côte d'Ivoire, notamment, pendant à quelques mois de la CAN, à quelques semaines, nous avons vu le stade s'inonder. Donc, ce qui a fait, la pelouse s'inonder même, ce qui a fait que quelques jours après, vous allez voir que cela a été restauré et la CAN s'est très bien passée. Cela voudra dire que quand l'Africain veut bien faire, il le fait bien. Je pense qu'ils vont remédier à cela et tout sera bien. Bon, moi, je pense que le débat est allé un peu dans tous les sens. On parle de l'état du stade général Mathieu Kérékou qui aujourd'hui est suspendu, qui ne peut plus abriter les matchs de l'équipe nationale. Qu'est-ce qui est à la base? On sait qu'il y a l'incompétence des responsables qui ont en charge la gestion de ce stade. Il y a également le gouvernement qui n'a pas pris en compte ou qui n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires lors de la rénovation du stade pour le mettre véritablement aux normes et standards de la FIFA. Aujourd'hui, moi, je pense on doit se poser la question sur l'état de la pelouse. Quel type de gazon faut-il pour les terrains de football en Afrique subsaharienne? Beaucoup pensent au terrain hybride, pelouse hybride. C'est que semi-naturel et artificiel. Mais son coût est élevé. Son coût est élevé. On a déjà fait beaucoup de tentatives, d'expérience sur ce stade. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire au plus vite pour que les férus du football béninois puissent supporter leur sélection pendant les prochaines séances des éliminatoires, non seulement de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, mais de la Coupe du Monde 2026 également. C'est là la question. Les 22 stades de type omnisport d'une capacité de 3000 supporters construits par le gouvernement, c'est dans une politique de développement des infrastructures sportives. Et cela ne peut pas empêcher le Bénin de mettre aux normes son stade de l'amitié. Donc, cette politique de développement-là, ça ne suffit même pas. Parce que dans ce pays, le stade René Pleven de Cotonou, la pelouse synthétique, il y a plus de 10 clubs qui l'exploitent. Sur un seul terrain. Sur ce stade-là. On jouait des matchs à 14h. Des matchs du championnat, on avançait un match à 14h, à 16h. Il y a un second match qui se déroule. Vous quittez Cotonou, vous allez à Parakou. Parakou a un seul terrain digne du nom, le terrain municipal de Parakou.
et c'est exploité par tous les clubs de cette ville à statut particulier. Et oui, il y a les clubs de l'élite, les clubs de la Ligue alimentaire, les clubs féminins, et tout le monde exploite ce stade. Donc le fait que le gouvernement ait construit depuis quelques années les 22 stades de type omnisport, ça a permis que Aspa, qui recevait sur la pelouse synthétique du stade René Pleven, s'est exilé à Tofor. Il y a d'autres équipes qui ont quitté. Il y a Jacques, la jeunesse athlétique de Cotonou qui est devenue... Personne n'a dit que cette politique est mauvaise. Mais nous nous inquiétons du fait que si le stade de l'Amitié n'est pas entretenu, rien que la pelouse, qu'en serait-il de ces 22? Et ça, c'est là notre inquiétude. Le gouvernement a pris les dispositions. Et chaque club s'occupe de l'entretien de son stade. Le gouvernement a fait une direction de gestion des stades qui n'arrive pas. Et les clubs ont quel moyen? Les clubs qui ne payent pas les salaires. Ce que le gouvernement a fait pour l'entretien, chaque club, il y a des clubs qui ont reçu la concession gérance de ces stades de type omnisport. Quand vous allez à Tofor, il y a 2 clubs professionnels qui sont à Tofor, il y a Adidja et Aspac, mais il paraît que c'est Aspac qui a reçu la gestion, de ce stade. Quand vous allez à Ouida, c'est Coton Football Club. Quand vous allez à Koubert, c'est Ayema qui s'occupe de l'entretien alors allez-y, regardez quand un club on affecte ce que vous dites, c'est normal, mais il ne faut pas que la politique le fait qu'on a construit 22 stades de type omnisport n'a aucune influence, selon moi, sur l'entretien de la gestion. Que nous n'avons jamais dit ça. Nous inquiétons du fait que cela puisse être bien entretenu si le stade de l'Amitié n'est pas bien entretenu. Atanas Kadia, c'est juste une inquiétude. Impatiente de monter sur ce plateau pour nous parler de l'entrepreneuriat. Merci à vous, chers confrères, chers journalistes sportifs. On aura le temps de revenir un de ces 4 pour opiner sur le football béninois. On va en parler un peu pour voir un peu qu'est-ce qui fait que ce football peine à décoller, qu'est-ce qui fait qu'il titube, qu'il tâtonne. On en reparlera bien évidemment avec vous. D'ailleurs, c'est Tondi Diagono. On peut faire une digression pour parler du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, qui a été rénové également et qui est dans un état piteux. Ce n'est même pas un champ de maïs ni un champ de patates. Mais il y a ce que moi je voulais qu'on retienne. Ce que moi je voulais qu'on retienne. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Oui, qu'on retienne. Il ne faut plus. Et qu'on se forme au lieu de penser. Il ne faut plus qu'on investisse la formation des jardiniers, des milliards pour l'entretien du stade. La construction, dans la rénovation des infrastructures. Ce n'est pas seulement au football, c'est partout. Le Béninois, quand ce n'est pas pour moi, je n'entretiens pas. Tout à fait. C'est pas bien. Merci à vous, Larue Setondi Adiagueno. Merci une fois encore à vous, Colomboussou. Merci à Anaël Dou. Merci à Carles Esquitové pour vos différentes analyses. C'est ça le fait d'être nombreux sur le plateau. Les opinions sont divergentes, mais l'essentiel est que ce que l'on souhaite soit dit. Merci à vous, chers confrères. Chers amis, à présent, on va installer le pasteur Atanas Kadia qui est là ce matin pour nous parler d'entrepreneuriat. Je le reçois pour vous avec Nansérine Fatombi. L'invité de ce matin, ce Free Matin, le pasteur coach Atanas Kadia, bonjour. Bonjour mon frère, merci bonjour ma soeur. Tous les mardis, merci de faire le sacrifice tous les mardis, de quitter Porto-Novo pour Cotonou tous les mardis. Merci éternellement pour vous. Merci, je rappelle que vous êtes président d'organisation non gouvernementale, vous êtes promoteur d'entreprise, vous êtes promoteur agricole également. Vous êtes là ce matin pour nous parler d'entrepreneuriat. Nansérine Fatombi, on est ensemble pour interroger le pasteur. Bonjour à vous à nouveau. Bonjour Abdelkader. Il est à vous. Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur. Merci d'avoir accepté notre invitation comme tous les mardis. Oui. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur l'entrepreneuriat. Alors d'entrée, comment peut-on définir l'entrepreneuriat? Ah, ok, merci beaucoup. Quand on parle d'entrepreneuriat, quand vous allez dans le dictionnaire, on va vous dire que entrepreneuriat, c'est action d'entreprendre, c'est le fait de créer une activité génératrice de revenus. Quand nous rentrons plus en profondeur, au fait, quand on parle d'entrepreneuriat, c'est un ensemble de 5 processus interdépendants. Un ensemble de 5 processus interdépendants. Premièrement, il y a la création de la valeur. Deuxièmement, il y a le marketing.
le fait d'attirer l'attention des gens sur ce que vous avez créé. Troisièmement, il y a alors la vente, c'est-à-dire amener les prospects à devenir clients, à acheter. Quatrièmement, il faut maintenant la délivrance de la valeur, ce que vous avez promis aux gens, il faut que les clients aient la satisfaction. Et cinquièmement, maintenant, il y a les finances, c'est-à-dire gagner suffisamment de l'argent pour pouvoir continuer l'activité. Donc, grosso modo, c'est ça, entrepreneur. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons des affaires. Donc, quand on parle d'affaires, c'est presque la même chose. Maintenant, quand on parle d'affaires, on parle de transactions économiques. On parle de transactions économiques rentables. C'est-à-dire, chacun trouve son compte. Et celui qui vend et celui qui achète. Donc, c'est un domaine très vaste et nous allons échanger un peu par rapport à ça. Quelle est l'importance de l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est capital. D'abord, il y a 4 manières de gagner de l'argent. 4 manières de gagner de l'argent. Vous pouvez gagner de l'argent en étant un employé, c'est-à-dire fonctionnaire ou employé dans une structure. Vous pouvez gagner de l'argent en étant un travailleur indépendant, c'est-à-dire vous avez votre petite activité, ou bien vous allez voir des avocats qui ont leur cabinet, vous allez voir des docteurs qui ont leur cabinet, tout ça là, on appelle ça travailleur indépendant. Et maintenant, il y a 3e manière de gagner de l'argent, c'est entrepreneuriat. Et 4e, investissement. Mais je vous dis, les 2 premières manières de gagner de l'argent mènent à la pauvreté. Si vous voulez aller à la grande richesse, aller à l'indépendance financière, il faut l'entrepreneuriat et l'investissement. C'est-à-dire en d'autres termes? En d'autres termes, oui. C'est-à-dire que vous allez gagner suffisamment de l'argent et vous donner un train de vie que vous voulez. Un fonctionnaire ne peut pas se donner le train de vie qu'il veut parce que tu es limité par ton salaire. Donc, par conséquent, il ne faut pas rester là. C'est pour ça que nous nous conseillons. Il ne faut pas rester le fait d'être employé tout court. Mais même si tu ne veux pas faire entrepreneur, tu ne veux pas te lancer dans l'entrepreneuriat, tu peux faire investissement. Donc, quand tu es un fonctionnaire ou travailleur indépendant et tu es associé à ça, investissement, c'est ça qui va t'amener à la liberté financière. La liberté financière, c'est avoir assez d'argent pour se donner le train de vie qu'on veut. C'est subvenir à ses besoins sans même travailler. C'est ça l'indépendance financière. Et ça prend. Quand vous avez l'intelligence financière, vous avez l'éducation financière qu'il faut, vous allez atteindre la liberté financière qu'on peut détailler après. Mais on est en train de parler d'entrepreneuriat qui est l'un des moyens pour gagner sa vie. Et l'un des moyens, quelqu'un l'appelle l'autoroute pour la richesse. Si vous voulez être rapidement millionnaire, il faut entreprendre. Pasteur, si l'on se focalise sur les 4 manières de gagner de l'argent dont vous venez de numérer, comment démarrer alors une activité? Bon, pour démarrer une activité, c'est simple. Entrepreneur, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de compliqué. Et il faut aller faire registre de commerce, il faut chercher un bureau. Donc, selon vous, l'entrepreneuriat n'est pas aussi compliqué qu'on le pense? Non. C'est-à-dire, bon, il y a des défis. Mais le démarrage, il y a beaucoup de jeunes, puisque beaucoup de jeunes nous écoutent. C'est pour ça que je vais aller terre à terre. Parce qu'il ne faut pas mettre dans la tête que, pour entreprendre, j'ai besoin de bureau, j'ai besoin d'ordinateur, j'ai besoin de ceci. Non, on ne comprend pas. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est découvrir un problème et de chercher des solutions pour régler le problème. C'est ça l'entrepreneuriat, en fait. Découvrir un problème? Oui. Et comment identifier ce problème-là? En observant, en regardant autour de toi. Qu'est-ce que les gens ont besoin ici? Quelle situation? Même quand vous prenez un amphithéâtre comme une université comme ici, les jeunes, en principe, déjà, l'idée d'entrepreneuriat devait commencer. Puisque leurs camarades qui viennent, ils s'habillent, ils portent des chaussures, ils portent des montres, ils portent ainsi de suite. C'est déjà, je vis un milieu où les gens utilisent des choses. Pourquoi ils ne veulent pas chercher à leur proposer des choses? Nous voyons ça en classe. Surtout les femmes sont bien rodées dans ça. Quand on allait à l'école, nous avons des femmes qui font toffee, qui amènent en classe et on paye. C'est comme ça que l'entrepreneuriat commence. Mais aujourd'hui, les jeunes n'ont pas compris. Aujourd'hui, il faut que nous ayons cette idée-là. Et aujourd'hui, maintenant, l'heure de la nouvelle technologie, c'est très rapide pour gagner de l'argent. Ils ont leur smartphone.
il y a des gens à Tokpa, un peu partout, qui ont payé des marchandises stockées. Maintenant, qu'est-ce que ça te coûte d'aller voir la bonne dame, d'aller s'approcher de la personne pour dire, bon, tu vends les tenues, tu vends chaussures, tout ça là. La douzaine, c'est combien? Ou bien si je vends pour toi, qu'est-ce que j'ai en retour? Il peut te dire, bon, ok, quand tu vends, tu m'aides à vendre une chose là, tu as 1000 francs, tu as ceci. Je prends, je fais les photos, je mets sur mon statut. Puisque l'entrepreneuriat, ça commence par les relations, tes amis d'abord qui sont autour de toi, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc quand tu mets ça, les gens regardent ton statut, ça les intéresse, ils vont te contacter pour dire tout ça. Ça ne t'empêche pas d'étudier. Tu es en train d'étudier et tu es en train de faire un business à côté. J'avais fait une vidéo il y a environ 3 ans, un pied à l'université, un pied dans le business. Ne peut pas se chevaucher. Quoi? Est-ce que les deux vont de paix? L'étude et le petit business à côté. Je donne l'exemple, par exemple, là, je suis peut-être à Usaï aujourd'hui ce matin, alors que j'ai quelqu'un qui veut acheter, je dis une bêtise, hein, peut-être des plats jetables, des Lacoste, il avait le sac pour 7 heures précises, alors que je suis à Usaï. Non, je m'organise, je ne passe pas tout le temps à Usaï. Je m'organise. S'il n'est que disponible à 7 heures. Si mon client là n'est que disponible à 7 heures et qu'à 8 heures, il voyage déjà. Non, mon frère. C'est-à-dire, ça fait d'organisation. Non, tu vas rater certaines choses, il n'y a rien à faire puisque tu n'es pas encore en plein temps dans l'activité. Donc, tu seras limité. Mais déjà, tu peux déjà faire quelque chose en étant un étudiant. J'avais fait une vidéo il y a environ 3 ans, un pied à l'université, un pied dans le business. Aujourd'hui, si tu dis que tu es étudiant, tu mets tes 2 pieds à l'université. Quand tu vas finir, tes 2 pieds, tu vas revenir à la maison avec les 2 pieds. C'est pour ça que beaucoup sont à la maison. Parce que depuis qu'ils étaient en train d'étudier, ils ne faisaient rien. Nous, on venait d'une famille paysanne et tout ça là. Mon papa va à la pêche, je sais pêcher. Mon papa fait le champ, je fais le champ. Ça ne m'empêche pas d'étudier. C'est de ça qu'il s'agit. Tes parents font quelque chose, ta maman fait quelque chose, tu as la responsabilité, même le devoir d'apprendre ça. C'est de ça qu'il s'agit. Pour que quand tu vas finir les études, si tu n'as pas encore, tu as écrit j'ai l'honneur un peu partout là, on ne t'a pas encore appelé. Ce que tu sais faire déjà, est-ce que tu ne vas pas prendre ça déjà pour être en train de manger et de soulager tes pauvres parents qui se sont battus, t'ont donné de l'argent, t'ont mis à l'école, tu as fait 6 ans au cours primaire, 7 ans au collège, et tu allais faire 3 ans en plus, ça fait 16 ans, et tu viens t'asseoir à la maison pour manger. Coach, tout à l'heure, lors de votre intervention, vous avez dit qu'on n'a pas besoin d'un bureau pour être entrepreneur. Alors, ceux qui font du commerce en ligne, vous pouvez qualifier ça aussi comme de l'entrepreneuriat? C'est de l'entrepreneuriat. Font de commerce en ligne. Donc, vous supportez cela? Oui, puisqu'on dit les affaires, l'entrepreneuriat, c'est transaction économique et gagnante. Donc, tout ce qu'on peut faire, si ce n'est pas tu voles, tu commets des crimes, tout ce que tu fais pour gagner de l'argent, c'est l'entrepreneuriat. Maintenant, on peut commencer à une petite échelle et développer cela. Beaucoup d'entreprises ont commencé dans les garages. Quand vous Facebook, il faut écouter l'histoire de Zuckerberg, ainsi de suite. Donc, petite échelle, mais que on continue, puisque Dieu nous a donné la réflexion et on continue de réfléchir pour améliorer. Ça va devenir une grande entreprise. Alors, que pensez-vous de ceux qui disent, par exemple, qu'ils n'ont pas la chance d'entreprendre? Parce qu'ils ont déjà fait peut-être plus de 6 fois, 10 fois des entreprises. Ils ont peut-être commencé par vouloir vendre en ligne des services de livraison, ça n'a pas marché. Après, ils ont dit ils vont faire de l'entretien dans les maisons, ça n'a pas marché. Après, ils ont dit, mais chaque fois, ils investissent, mais ils ne trouvent pas conséquemment. Parce que, par exemple, il a fait peut-être un prêt. Je donne l'exemple de peut-être 50 000 francs CFA avec un taux d'intérêt où il va payer peut-être 55 000 francs. Mais après, il voit qu'in fine, il se retrouve avec 52 000 francs ou 53 000. Donc, il est à perte. Et chaque fois, ils n'ont pas de gain. D'abord, pour entreprendre, on ne passe pas de l'argent pour entreprendre. Là, vous passez pour échouer. Parce que quand vous voulez entreprendre, c'est un essai. Vous voulez essayer quelque chose, vous ne savez pas encore ce que ça va donner. Vous n'êtes pas suffisamment outillé pour maîtriser tout le contour. Et par conséquent, on ne conseille pas aux gens de passer de l'argent pour entreprendre. Parce que quand tu passes de l'argent pour entreprendre et qu'il y a fiasco,
tu auras l'institution qui t'a passé de l'argent derrière et là, tu ne peux plus dormir. Mais généralement, on trouve nos mamans au marché qui vont faire des prêts dans les petites banques, Selcam, Padme, pour pouvoir faire prospérer leurs activités au marché. Elles avaient déjà commencé leur activité, sinon même les systèmes, les SFD là même ne passent pas de l'argent à une dame qui n'a pas une activité. Tu es en train de faire, ils sont venus voir. Et maintenant, voir que si on te donne un coup de pouce, on t'accompagne. Moi aussi, j'ai pris par là. C'est de ça, vous avez déjà fait un prêt une fois? Oui, Padme, ils me connaissent. J'ai même pris de meilleurs clients à Padme. C'est de ça, il s'agit. Moi, j'étais étudiant même quand je faisais j'ai commencé les activités. Et après, maintenant, comme j'ai commencé, je vois que si on met un peu de sous dedans, ça arrête de l'avant, c'est comme ça. Mais tu ne peux pas démarrer quelque chose avec un prêt ou bien avec de l'argent d'autrui. Toi-même, tu te bats pour trouver le minimum pour démarrer. Et quand ça a commencé par prendre, là, on peut venir à ton secours. Et l'affaire des gens qui embrassent des milliards aujourd'hui ne sont pas nés avec les milliards, non. C'est des prêts. Mais on a commencé l'activité. On a vu que vraiment, quand on va investir dedans, ça va coûter. C'est comme ça, en fait. Donc, je ne conseille à personne de passer de l'argent pour commencer par entreprendre. Alors, que pensez-vous également de ceux qui entreprennent, que vous êtes tantôt, et pour qui ce n'est pas fructueux? Il a créé une cafétéria, une seconde, mais ça ne marche jamais. Il finit par fermer toujours. Oui, j'ai l'habitude. C'est un mauvais sort? Non. Tu m'as déjà parlé des essais. Si tu me dis que c'est bon, c'est un bon essai, je crois en ça. Mais dis que ça ne va pas y être ici, et tu es sous un mauvais sort, tout ça, là, moi je ne crois pas au mauvais sort. Parce que ce que moi je sais, le Dieu qui m'a envoyé sur cette terre est un bon Dieu. Et il ne peut pas m'envoyer sur cette terre souffrir. L'homme souffre à cause de l'ignorance. J'ai l'habitude de dire, il faut apprendre à entreprendre pour prendre. Mais il y a certaines personnes qui veulent prendre sans apprendre à entreprendre. On prend à la fin, donc il faut apprendre à entreprendre pour prendre. Mais il y a beaucoup de personnes, ils sont pressés, ils veulent prendre. Non, il faut te faire former d'abord. Il faut avoir les informations qu'il faut, il faut te faire former. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide de la nouvelle, nous sommes à l'aide de l'information. On peut avoir accès aux formations, tout ça là, sur le net, un peu partout, mais tu ne te prépares pas et tu te lances dans l'entrepreneuriat. C'est pas ça. Il faut se préparer déjà. Il faut se préparer dans l'entrepreneuriat. Il faut faire des formations. C'est pour ça que nous, on est là. Je suis consultant formaté en intelligence financière entrepreneuriale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut te faire former. Si tu ne te formes pas, c'est comme Benjamin Franklin dit. Plus souvent, les gens voient que non, se faire former, payer de l'argent pour faire ceci. Moi, je suis en train de faire une formation aujourd'hui en ligne sur l'entrepreneuriat. Et les gens ont payé. Et c'est en ligne. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas besoin de former. Benjamin Franklin, l'ancien président américain, a dit, si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. Et vous allez voir que l'ignorance coûte plus cher que la formation. Si tu ne te prépares pas, tu vas perdre de l'argent, tu vas tout cela. Donc c'est pour cela que c'est important de se faire former d'abord avant d'entrer en entrepreneuriat. C'est important aussi d'aller travailler toi-même d'abord avant d'entreprendre. C'est pour ça que je conseille à certaines personnes, tu peux être fonctionnaire d'abord, en travaillant dans une entreprise d'abord, apprendre beaucoup de choses, comprendre comment fonctionne une entreprise, comment faire ceci. Même si on ne te paie pas, va là-bas, va te faire former avant de commencer. Mais quand tu te lèves pour dire, parce qu'on parle d'entrepreneur, puisque aujourd'hui, comme il y a un problème de chômage, on parle d'entreprise seulement, les gens se lèvent pour entreprendre. Non, il faut se faire former. Il faut avoir les outils qu'il faut. Il y a des livres sur l'entrepreneuriat. Il y a des formations sur l'entrepreneuriat. C'est ça que tu fais d'abord avant d'entreprendre. Sinon, moi, je crois que tout le monde peut entreprendre parce que Dieu nous a créés à son image. Dieu crée, donc nous aussi, on peut créer. Alors, qu'avez-vous à dire à nos amis internautes, surtout nos jeunes étudiants peut-être qui vous suivent là et qui ont envie d'entreprendre? Quelques conseils. Quelques conseils. C'est, comme je l'ai dit, il faut découvrir les problèmes autour de vous. Simplement. Il faut découvrir des problèmes. Je vais vous donner un exemple simple qui peut permettre aux gens de gagner de l'argent. Avec 10 000. Allez-y. Si vous êtes jeune fille ou bien jeune, vous m'écoutez. Vous pouvez essayer ça pendant les vacances. Une affaire que vous allez commencer avec 10 000 et vous aurez au moins 75 000 le mois. D'accord? Et si vous vous organisez bien, vous pouvez aller jusqu'à 450 000 le mois. Je donne l'exemple. Quand vous sortez dans la vie, vous allez voir des femmes
des jeunes filles qui ont une plastique blanche sur la tête et ils vendent les sandwichs. Vous comprenez cela? Et ils vendent le sandwich là à 100 francs. La réalisation de ce sandwich là, c'est 75 francs. Et ce qu'on met dedans, le papier, c'est 75 francs quand tu fais tout le calcul. D'accord? Si la personne fait 100, ça fait combien? 7500. Plastique là, dans lequel on met, c'est 2500, ça coûte. Tu paies ça à 2500. Ça fait combien? 10 000. Quand tu sors, tu vends 100 aujourd'hui, tu as 25 francs fois 100. Ça fait 2500. En 10 jours, ça fait 25 000. En 20 jours, ça fait 50 000. En un mois, ça fait 75 000. 10 000. Et tu gagnes 75 000. Maintenant, si tu veux aller loin, étant ça sur plusieurs échelles, il y a des jeunes filles désœuvrées, tout ça là. Toi, en tant que maman à la maison, bien, en tant que chose là, tu fais. Toi, tu fabriques à la maison et tu as des filles qui sortent pour aller vendre. C'est la puissance. Vous comprenez? Maintenant, ils sont sortis, sont venus à la maison avec 2500. Si ils sont 10, vous voyez ça? Peut-être dans les 2500, tu leur donnes 1000 francs, toi-même tu gagnes 1500. Parce qu'ils sont allés vendre seulement, c'est toi qui... Tout ça. Maintenant, tu as 1500 fois 10 dans la journée. Vous comprenez cela? En 10 jours, ça fait combien? 150 000. En 20 jours, 300 000. En un mois, ça fait 450 000. Combien de fonctionnaires gagnent 450 000 aujourd'hui dans l'administration? Mais il y a quand même des fonctionnaires qui sont quand même pas dans l'administration, mais qui gagnent peut-être beaucoup plus, hein, des fonctionnaires internationaux. Oui, je sais, mais je dis combien de fonctionnaires employés gagnent 450 000. Ils sont très peu. C'est très peu, c'est ça qu'il s'agit. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que l'entrepreneur permet de gagner beaucoup d'argent. Et je vous encourage. Merci. Dernière question, pasteur. Alors, dites-nous, comment développer réellement son entreprise? Bueno, quand tu veux développer ton entreprise, c'est simple. Quand tu as démarré une activité ici, à Cotonou, et tu travailles jusqu'à ce que cela soit enraciné, et tu formes des gens par rapport à ça. J'ai créé quelque chose ici, ça peut être restaurant, ça peut être boutique. Je m'assure qu'à Cotonou, c'est bien assis. Mais il y a Porto Novo qui est là, il y a Parakou, il y a Boycon, et ainsi de suite. Maintenant, après ça, tu veux devenir un PDG. Donc, ça veut dire que Lomé, c'est Dieu qui a créé ça aussi. Il y a le Burkina et tu étends. Donc, c'est comme ça, on quitte le petit entrepreneur en tant que PDG. Donc, c'est comme ça. C'est le même processus. Ce que tu as fait ici, tu as réussi. Tu quittes là, tu fais la même chose. Tu fais la même chose. Et c'est comme ça, on devient grand. Merci à vous, pasteur Atanas Kadia, pour ces éclaircissements. Merci à vous, Nasrine Fatoui, de rester avec moi pour conduire cet entretien. Merci une fois encore. Je rappelle que vous êtes pasteur et coach. Vous êtes promoteur agricole, promoteur d'entreprise également. Merci une fois encore, chers amis, voilà qui vient mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programmes sur Ezel TV.